Bonjour Christiane Taubira. Bonjour Mouloud Achour. Comment est-ce que je vous appelle? On vous appelle toujours Madame la Ministre? C'est une règle en France. Madame la et Ministre. dans d'autres pays également. Moi, je préfère vous appeler l'écrivaine pour l'esclavage raconté à ma fille, pour les murmures à la jeunesse et pour la préface magnifique que vous nous avez écrite. C'est une préface du livre Le procès de l'Amérique, plaidoyer pour une réparation. C'est un texte que Ta-Nehisi Coates, auteur américain, a écrit en 2014. Ça paraît actuellement aux éditions Autrement. Et j'aimerais vous présenter Ta-Nehisi Coates. Take two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I've worked on jobs with my feet in my hand. You know, all the work I did was for the other man. Now we demand a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. Say it loud. Le livre que vous avez préfacé, c'est un livre avec un propos très violent. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une réparation possible? Alors du crime, non, parce que le crime en soi est irréparable. Personne ni rien ne vont réparer toutes les vies perdues. Personne ni rien ne vont réparer ces générations et générations pour lesquelles, aussi bien le quotidien que l'avenir, c'était l'obscurité absolue. Personne ne va réparer le viol des femmes. Personne ne va réparer la séparation des enfants de leurs parents. Personne ne va réparer le travail gratuit, extorqué pendant des générations et qui ont construit l'Amérique, qui ont construit les empires européens, qui ont financé les révolutions industrielles européennes. Personne ne peut réparer ça. Donc le crime en soi est irréparable. Ces personnes qui étaient considérées comme de la marchandise, du bois d'ébène, comme des bêtes de somme, du cheptel, comme des meubles, code noir, ces personnes sont restées des personnes, des humains. Ont créé, ont inventé des chants, des danses, ont inventé une façon de travailler plus efficace, ont survécu, ont quand même protégé leurs enfants et surtout se sont battus, ont inventé toutes sortes de formes de résistance. On a l'impression que chaque catégorie opprimée exprime de manière très légitime ses revendications en fonction de son histoire et de son passé. Et on ne sait plus, est-ce qu'il y a un monde qui peut rassembler tous les gens aujourd'hui sans que le passé vienne tout le temps nous hanter? Est-ce qu'il y a une réparation réellement possible? Mais le seul moyen de se débarrasser du passé, c'est de le prendre en compte. Tant que vous l'évacuez, il va ressurgir. Et c'est bien ce qui se passe. Tant que collectivement, nous ne nous montrons pas en capacité de prendre ce passé en charge et de le porter comme un passé qui devienne l'histoire, c'est-à-dire qui est notre patrimoine commun. Qu'on arrête de faire une ligne et de dire « moi, j'étais du côté des descendants d'esclaves ». Ah ben moi, non, j'étais pas du côté des descendants de maîtres. Ben non, si on rejoue la tragédie, il va y avoir deux camps. Donc il faut arrêter cela, Et il nous faut éviter la concurrence des mémoires, il nous faut éviter des rivalités entre les personnes qui subissent aujourd'hui encore les traces. Parce que le sujet, c'est ça. Finalement, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que des personnes n'arrivent pas à accepter l'existence de ce passé. Il est là. Personne n'a de gomme pour le supprimer. Moi, nous avons un proverbe en créole qui dit « le bon Dieu lui-même n'a pas de gomme ». Bon. Donc, personne ne pourra supprimer le passé. Donc, il faut accepter de l'assumer. Il y a un passé qu'on a... Moi, je n'ai pas compris comment c'est ressurgi, et ça surgit à la face de la planète. C'est une journée qui restera dans l'histoire de l'Amérique comme un de ses jours les plus tristes. C'était cet été, à Charlottesville. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, on voit des suprémacistes blancs crier qu'ils ne se feront pas remplacer par les Noirs et par les Juifs, ni par les musulmans. Jews will not replace us! Jews will not replace us! Jews will not replace us! Blood and soil! Blood and soil! Blood and soil! Les équipes de Viceland ont réalisé un documentaire là-bas cet été. J'aimerais qu'on regarde l'entretien qui a été donné par un suprémaciste blanc. When Trayvon Martin
case happened, you know, Michael Brown and Tamir Rice and all these different things happen. Every single case, it's some little black behaving like a savage, and he gets himself in trouble, shockingly enough. Whatever problems I might have with my fellow white people, they generally are not inclined to such behavior, and you know, you got to kind of take that into consideration when you're thinking about how to organize your society. In Oklahoma City. Okay, so exactly, you have to go back to Oklahoma City to talk about a white act of terrorism, Elliot right? Rodger, Dylan Roof. Okay, so now you've managed to name 3 people, and I'm pretty sure Elliot Rodger wasn't explicitly white, by the way. But the thing is, you remember the names of white bombers and mass shooters, okay? Can you tell me the name of all 19 hijackers on 9/11 off the top of your head? You can remember Dylan Roof's name. You can remember Tim McVeigh's white name. people were capable of violence. I didn't say capable. Of course we're capable. I'm carrying a pistol. I go to the gym all the time. I'm trying to make myself more capable of violence. I'm here to spread ideas, talk, in the hopes that somebody more capable will come along and do that. Somebody like Donald Trump who does not give his daughter to a Jew. So Donald Trump, but like more racist. A lot more racist than Donald Trump. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'il dit? Comprendre, c'est pas excuser. Hein. Oui, non, bien sûr. Non, mais là, c'est un esprit très mal dégrossi, c'est évident. Lorsqu'il dit, il parle de comportement sauvage. Trayvon Martin marchait avec juste, il écoutait de la musique, c'est tout. Il avait une capuche. Capuche, ça fait criminel, quoi. Donc il perd la vie. Un gamin de 17 ans. Michael Brown est tué par des policiers, il a les mains en l'air. Tamir Rice, il est dans un parc public, il a un petit pistolet en plastique dans la main, il est tué par des policiers. Donc moi, le comportement sauvage. Et je crois que ça dit beaucoup de choses. D'abord, un esprit qui manque complètement de subtilité. Leur slogan, on voit bien que voilà, c'est de la force, c'est de la puissance, c'est de la musculation, c'est la brutalité à l'état pur, c'est grossier, c'est fruste, bon, voilà, c'est sauvage, c'est complètement enragé. Bon, mais simplement, ils ont quand même le droit de vivre. Sauf qu'ils vous disent tranquillement qu'ils prennent la vie des autres. Et que c'est normal quand d'autres prennent la vie des autres. Donc il faut contrôler ça, il faut neutraliser ces gens-là. Et malheureusement, les États-Unis sont plutôt sur une pente où la parole, une parole légitime, officielle, vient valider ce genre de propos et de comportements. Mais ce sont des gens extrêmement dangereux, et leurs propos normalement sont contraires à la loi. Donc moi, je n'ai pas à comprendre ça, à combattre ça. J'aimerais qu'on vienne en France. Vous parlez dans votre préface du racisme systémique et du caractère coercitif qui est toujours appliqué aux gens qui ont une origine minoritaire. Il s'est passé quelque chose l'année dernière, il y a eu l'affaire Théo, mais il y a également un jeune qui a perdu la vie. Ce jeune, c'est Adama Traoré. Et on a rencontré sa sœur l'année dernière. Malheureusement, nous sommes considérés comme des citoyens de seconde zone. Mon frère Adama, il est mort le jour de son anniversaire, et c'est un citoyen, c'est un homme français, mort dans les mains des gendarmes, mort dans les mains des personnes qui doivent nous protéger. Ces bavures policières, cette violence policière, elle s'agrandit de jour en jour et d'année en année en France, et ça, c'est pas normal. Elle est d'une dignité extraordinaire, vraiment. Et c'est un propos extrêmement clair. Effectivement, les forces de l'ordre sont là pour protéger la population, pour protéger les citoyens. Et il est inadmissible que dans une république, on permette que le comportement de quelques policiers ou de quelques gendarmes, souvent des policiers, que le comportement de quelques-uns compromette les missions d'une institution républicaine. Il devrait y avoir la plus grande sévérité sur ces comportements. Sinon, les citoyens qui observent ça résument l'institution à ces comportements qui sont absolument inadmissibles. Là, l'insécurité, qui sont absolument inexcusables. Pendant le quinquennat de François Hollande, il y a une image qui, moi, m'a extrêmement blessé et choqué. C'est cette image-là. Quand on est quelqu'un qui arrive au sommet de l'État, qui a travaillé toute sa vie, qui représente la France, qui a cru au rêve républicain et qu'on se mange ça. J'y crois encore au rêve républicain, j'y crois pas pour moi. Moi, je peux choisir d'aller vivre dans un autre pays. Des tas d'opportunités se présentent à moi depuis de très nombreuses années, y compris avant que je sois garde des Sceaux. Donc, mais j'y crois profondément pour les gamins de ce pays. J'y crois profondément et je leur dis, c'est votre bien. Battez-vous pour que ce bien soit respecté, pour que les promesses de la République soient tenues. Battez-vous pour cela. Donc, moi, cette violence-là, je la connais.
Il y a eu parfois... Ça, c'est une gamine et je suis plutôt triste pour cet enfant parce que c'est un environnement putride qui l'a conduit à faire ça. Là, il n'y avait pas qu'une gamine. Moi, ces gens-là, je suis dans leur vie. Ils ne sont pas dans la mienne. Donc, rien de ce qu'ils font ne m'arrête. J'ai connu des violences, il y a celle-là. Mais j'en ai connu, voilà, les histoires de guenons et de singes, cette espèce de dame dont l'esprit manifestement n'est pas très dégrossi, pas tellement plus que celui de ces suprémacistes qu'on a vus, qui a dit qu'elle me préférait dans les branches de mon arbre. Bon, voilà, mais ça ne m'arrête pas, mais ça ne m'arrête pas, ça ne m'arrête pas, ça n'entame pas ma joie de vivre, ça ne m'appauvrit pas, ça... Voilà. Et puis je répète, je suis dans leur vie, là, je les obsède, mais ils n'ont aucune, mais alors absolument aucune place dans la mienne. C'est vrai, en plus. Je sais que c'est rude, hein. Moi, il y a des images que j'ai vues qui m'attaquaient et qui sont rudes. Mais ma vie est trop précieuse pour qu'elle soit ne serait-ce qu'ébréchée par ça. Pas possible. Dans la préface que vous signez, à un moment, vous parlez du rêve de Miles Davis, qui disait « Je rêve d'être blanc ». Et cette semaine, aux États-Unis, il y a eu les Emmy Awards et il y a une série qui a été récompensée. C'est la série Atlanta, qui est une des séries les plus drôles et que je vous conseille, qui est en ce moment sur OCS grâce à l'application MyCanal. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'Atlanta. Harrison looks from the outside to be your average teenager. He goes to school, plays video games, even listens to music in his room. But there's one difference. I'm a 35-year-old white man. Harrison, born Antoine Smalls, has transracial identity, identifying as Harrison Booth, a 35-year-old white man from Colorado. And when did you know that you were a 35-year-old white man? Well, I've always felt different. I go to the store, the movies, and just be thinking to myself, like, why am I not getting the respect I deserve? And then it just hit me. I'm white and 35. One day he said, "Call me Harrison." I said, "Who's that?" He said, "Me." Do you believe that he is a white man? I mean, he isn't. Shit, I'd love to wake up one day and say, "Hey, everybody, I'm Rihanna." But I ain't. Ça vous a fait rire? C'est très drôle, c'est très léger, hein. C'est vraiment... c'est du génie. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment aurait pu être votre vie si vous étiez blanche? Moi, je m'aime. Je m'aime telle que je suis. Je n'ai pas d'idée folle. Je n'ai pas d'idée folle. Je reviens juste sur l'identité. Est-ce que c'est pas le pire leurre qu'on est en train de nous sortir en France, ce problème d'identité? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de nous diviser depuis le débat sur l'identité nationale? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de nous éloigner de la question sociale qui ferait le vrai ciment de la France? Alors, c'est pas seulement un leurre, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie délibérée. Moi, ce qui me paraît le plus grave, c'est quand la gauche elle-même a renoncé à ses idéaux, à ses propres combats, et qu'elle a passé à son temps attachement à la justice sociale, et que voilà, non seulement elle a répondu, mais elle a glissé aussi vers ces questions. Elle s'est mise à expliquer que oui, bon, d'abord que ces questions-là étaient des bonnes questions et que c'était les réponses qui n'étaient pas bonnes. Non, pas des bonnes questions du tout. Lorsqu'elle s'est mise à expliquer que, bon, finalement, l'immigration était effectivement un problème, lorsqu'elle s'est mise à parler de sauvageons, lorsqu'elle s'est mise à considérer qu'il y a un problème de multiculturalisme dans la société, etc. Donc elle a renoncé à elle-même, à tout son parcours, à toute son histoire, à ses valeurs. Elle a renoncé, y compris à sa raison d'être et à sa propre identité politique. C'est ça qui est douloureux et c'est ça l'échec. L'échec, c'est cela. Le reste qui est des gens qui sont obsédés par l'identité, il va y en avoir. Il y en a parmi eux des malades, il y en a qui sont des calculateurs, il y en a qui sont des démagogues, mais il va toujours y avoir des gens qui croient que les problèmes du monde, les problèmes de l'emploi, les problèmes du logement, les problèmes du temps lui-même sont des problèmes d'identité. Christiane Taubira, merci d'avoir été avec nous. Merci Le de m'avoir procès reçu. de l'Amérique de Ta-Nehisi Coates est en librairie. Vous signez la préface aux éditions Autrement. C'est un excellent essai. Et je vous le parle pas de la conseille préface, aussi. je parle de l'essai. Exactement. Mais j'ai bien écrit la préface quand même, hein, Je sais avec bien. soin. On se revoit en 2022. Ah ben j'ai tellement de choses à vivre d'ici là. Ça vous regarde si vous faites de grands pas de kangourou. Moi, je vis ma vie au jour le jour, vraiment. Merci beaucoup, Christiane Taubira.